Les mineurs sont parfois traités comme des adultes pour leurs crimes. Ils subissent les conséquences de la vie réelle, des conséquences qui ne semblent pas tenir compte de leur âge. Par exemple, ce jeune de 14 ans a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour un vol. Ou encore le jeune homme de 16 ans qui a également été condamné à la perpétuité pour avoir tenté de voler quelqu'un. Il y a aussi le cas d'un enfant de 13 ans qui a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en 2001. Et juste au moment où vous pensez que cela ne peut pas être plus fou, il y a des condamnés encore plus jeunes qui se sont retrouvés derrière les barreaux pour une longue période. Dans cette vidéo, nous examinerons certaines des peines les plus sévères prononcées à l'encontre des jeunes criminels. Kenneth Young. Kenneth Young a été condamné pour 4 vols à main armés commis à Tampa, en Floride, en juin 2000. À l'époque, il n'avait que 14 ans. Young a participé au vol avec le dealer de crack de sa mère, Jacques BTA. BTA planifiait et exécutait les crimes, tandis que Young était plutôt un suiveur. Il ne tenait pas l'arme et n'interagissait pas directement avec les victimes. Lors d'un vol, lorsque BTA a menacé de violer une femme, Young est intervenu et a empêché la situation de dégénérer. Bien que son rôle soit moins grave, Young a été jugé comme un adulte en vertu de la loi de Floride, même s'il n'avait pas d'antécédents criminels graves. Il a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une tendance plus large observée dans les années 1990, lorsque de nombreux États ont modifié leurs lois afin de juger davantage de jeunes comme des adultes en raison de l'augmentation des taux de criminalité violente. Toutefois, en 2010, la Cour suprême des États-Unis a statué dans l'affaire Graham V Florida que les peines d'emprisonnement à perpétuité prononcées à l'encontre de mineurs pour des crimes autres que le meurtre étaient inconstitutionnelles. Cette décision a permis à Young et à 77 autres détenus de bénéficier d'une libération anticipée. En prison, Young a fait preuve de remords pour ses actes et a travaillé pour s'améliorer. Il a obtenu un diplôme d'études secondaires et est devenu un prisonnier modèle. Lors de la nouvelle audience de détermination de la peine en 2011, la mère de Young, Stephanie, a exprimé de profonds regrets pour ses actions passées, notamment sa dépendance au crack, et a supplié le tribunal de leur donner une chance de reconstruire leur famille. Malgré leurs efforts, le juge Daniel H. Sleet a rejeté leur demande et a condamné Young à 30 ans de prison supplémentaire, avec un crédit pour le temps passé en prison et 10 ans de mise à l'épreuve. Le jeune suivant était encore plus jeune que Kenneth Young lorsqu'il a été condamné à la même peine. Toutefois, contrairement à Young, il a bénéficié d'une seconde chance de liberté. Lionel Tate. Lionel Alexander Tate est connu pour être la plus jeune personne aux États-Unis à avoir été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En 2001, alors qu'il n'avait que 13 ans, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré pour la mort de sa cousine de 6 ans, Tiffany Unick, en Floride. Le 28 juillet 1999, Tate était seul avec Tiffany pendant que sa mère la gardait. Les deux enfants regardaient un match de catch lorsque la mère de Tate leur a demandé de se taire. Environ 45 minutes plus tard, Tate a dit à sa mère que Tiffany ne respirait plus. Tiffany présentait de graves blessures, notamment des ecchymoses, une fracture du crâne, des côtes cassées et un cerveau enflé. Ces blessures étaient si graves que l'accusation les a comparées à une chute d'un immeuble de 3 étages. Le juge a qualifié les actes de Tate de froids et de cruels. En vertu de la loi de Floride, Tate a été condamné pour meurtre au premier degré, bien que l'accusation n'ait pas eu besoin de prouver qu'il avait l'intention de tuer Tiffany. La loi exige seulement que les actes de Tate aient été suffisamment imprudents pour causer du tort à un enfant, ce qui est suffisant pour le condamner en vertu de la règle de l'homicide volontaire. L'affaire a été controversée parce que Tate n'avait que 12 ans à l'époque et que sa victime était beaucoup plus jeune. De nombreuses personnes ont critiqué la loi parce qu'elle condamnait des enfants sans prouver qu'ils avaient l'intention de faire du mal. En fait, le ministère public a soutenu l'appel de Tate en faveur d'une peine plus légère. Une cour d'appel a annulé la condamnation de Tate en 2004 en raison de l'absence d'évaluation de sa compétence mentale avant le procès. Il a ensuite bénéficié d'un nouveau plaidoyer et a été libéré avec une assignation à résidence et une mise à l'épreuve. Cependant, en 2005, Tate a de nouveau eu des ennuis. Il a été accusé de vol à main armée et d'agression après avoir menacé un livreur de pizza avec une arme. En 2006, Tate a accepté de plaider coupable et a été condamné à 30 ans de prison pour avoir violé sa mise à l'épreuve. En 2008, il a plaidé coupable de vol qualifié et a été condamné à une peine supplémentaire de 10 ans. Tate purge actuellement sa peine dans l'annexe de l'établissement correctionnel de Hamilton, en Floride. 1 an de plus que Tate est du même âge que Young, le jeune suivant a commis un crime dépassant l'imagination. Sa peine a été aussi sévère que les actes qui l'ont motivé.
Joshua Phillips. Joshua Phillips a été condamné pour meurtre à l'âge de 14 ans. Le 3 novembre 1998, il a tué son amie et voisine de 8 ans, Madeleine Clifton. Phillips et Clifton jouaient au baseball quand il l'a accidentellement frappée à l'œil, la faisant saigner et pleurer. Craignant la colère de son père, Phillips a paniqué et l'a traînée dans sa maison pour la faire taire. Il l'a frappée avec une batte de baseball pour l'empêcher de crier, puis l'a cachée sous son lit. Plus tard, lorsqu'il a découvert qu'elle était encore en vie et qu'elle gémissait, il l'a tuée en lui tranchant la gorge et en la poignardant 7 fois avec un couteau. La disparition de Clifton a été signalée plus tard dans la journée et des recherches ont été lancées. Phillips a participé aux recherches et a tenté d'ignorer ce qui s'était passé. Le 10 novembre, la mère de Phillips a trouvé le corps de Clifton dans la chambre de son fils et a appelé la police. Phillips a été arrêté à l'école et a avoué le meurtre peu après. Phillips a été jugé en tant qu'adulte et son procès a débuté le 6 juillet 1999 et n'a duré que 2 jours. La défense n'a appelé aucun témoin et le jury a mis un peu plus de 2 heures à le déclarer coupable de meurtre au premier degré. Ce verdict a suscité la colère du père de Phillips. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, car il était trop jeune pour être condamné à la peine de mort. Au cours du procès, la défense a tenté de présenter des scanners cérébraux réalisés par un médecin, qui révélaient des lésions cérébrales susceptibles d'affecter le jugement de l'accusé. Cependant, le juge a décidé de ne pas autoriser cette preuve. Depuis sa condamnation, Phillips est incarcéré à l'établissement pénitentiaire de Cross City. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires et a ensuite suivi des cours d'université par courrier. Il travaille comme technicien juridique, aidant d'autres détenus dans leurs affaires juridiques, et donne également des cours particuliers à d'autres détenus. Il joue de la guitare dans un groupe et participe à des services religieux, à des séances de méditation et de yoga. Lors d'une nouvelle audience, il s'est excusé auprès de la famille de la victime. L'affaire Phillips a fait l'objet d'une couverture médiatique, notamment d'un documentaire diffusé en 1999 dans l'émission 48 heures intitulée « Pourquoi Josh a-t-il tué ?» Comme les autres dont nous avons parlé, le jeune suivant a été condamné à la perpétuité, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, il vit aujourd'hui en homme libre. Terrence Graham. À l'âge de 16 ans, Terrence Jamar Graham a participé à une tentative de cambriolage d'un restaurant barbecue en 2003. Lui et un autre adolescent, tous deux masqués, sont entrés par une porte non verrouillée. Au cours du vol, l'un des adolescents a frappé le gérant du restaurant avec une barre métallique, lui causant une blessure à la tête. Mais aucun argent n'a été volé. Graham a été arrêté et inculpé de crimes graves, notamment de cambriolage à main armée et de tentative de vol à main armée. Il a plaidé coupable et a été condamné à une mise à l'épreuve, la première année étant passée en prison. Moins d'1 an plus tard, en décembre 2004, Graham a fait l'objet d'une nouvelle arrestation pour sa participation à un cambriolage avec 2 autres hommes. Ils sont entrés de force dans une maison, ont tenu les occupants en joue et ont saccagé la maison. Graham a également été impliqué dans une autre tentative de vol ce soir-là. Après une poursuite policière et un accident, il a été arrêté et plusieurs armes ont été trouvées dans sa voiture. Graham était accusé d'avoir violé sa probation et, après une série d'audiences, le tribunal a conclu qu'il l'avait violé en commettant la violation de domicile et d'autres crimes. En conséquence, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le cambriolage à main armée et à 15 ans pour la tentative de vol à main armée. En 2005, M. Graham a contesté sa condamnation, arguant qu'elle était inconstitutionnelle en vertu du 8e amendement, qui interdit les châtiments cruels et inhabituels. L'affaire a finalement été portée devant la Cour suprême des États-Unis, qui a statué en 2010 que les peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle prononcées à l'encontre de mineurs dans des affaires autres que des homicides étaient inconstitutionnelles. La Cour a décidé que les mineurs possèdent une plus grande capacité de changement et ne devraient pas être soumis aux peines les plus sévères. À la suite de l'arrêt de la Cour suprême, la peine de Graham a été réduite à 25 ans de prison. Il a été libéré en 2024, après avoir passé plus de 20 ans derrière les barreaux. Tout comme Graham, le jeune suivant est maintenant en liberté après avoir purgé sa peine. Keyshawn Mann. En janvier 2010, les autorités ont accusé Keyshawn Mann, 13 ans, d'avoir tué Jermel Stokes, le petit ami de sa mère, à Kentwood, dans le Michigan. Avant la fusillade, Keyshawn avait montré une arme de poing de 9 mm à un ami et déclaré qu'il voulait l'utiliser pour tuer son père, en raison des mauvais traitements infligés à sa mère. Le 25 janvier 2010, Keyshawn a tiré sur Stokes à l'arrière de la tête alors que ce dernier consultait sa page Facebook sur son ordinateur portable. Dans un premier temps, Keyshawn a menti à la police, affirmant qu'un intrus avait tué Stokes. Plus tard,
Il a admis avoir tiré. L'avocat de Keyshawn a soutenu que la fusillade était un accident. Mais le juge a décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour l'inculper de meurtre. En juin 2010, Keyshawn a plaidé coupable de meurtre au second degré et a été condamné à rester dans une institution pour jeunes jusqu'à ses 21 ans, avec la possibilité d'être transféré dans une prison pour adultes plus tard. La mère de Keyshawn, Lakeisha Mann, a déclaré que Stokes avait abusé d'elle et de son fils, bien que la famille de Stokes ait démenti ces affirmations. Keyshawn a déclaré à un thérapeute que Stokes avait abusé de sa mère et l'avait puni physiquement, ainsi que ses frères. La défense de Keyshawn a suggéré que les mauvais traitements avaient conduit à la fusillade, mais les procureurs ont souligné qu'il n'y avait aucune preuve de rapport de police antérieur ou d'appel concernant des mauvais traitements au domicile. Lors de la condamnation de Keyshawn, une bagarre a éclaté dans la salle d'audience entre les familles de la victime et de l'accusé. La mère de Keyshawn, Lakeisha Mann, a déclaré que personne ne comprenait les violences que son fils aurait subies de la part de Stokes. Cela a mis en colère un homme dans l'assistance, qui a commencé à lui crier des insultes, ce qui a poussé d'autres personnes à se lever et à se charger les unes les autres. Des adjoints sont rapidement intervenus pour calmer la situation. Keyshawn a été condamné à 8 ans de détention au Muskegon River Youth Home, un établissement pour mineurs situé à 110 miles de Grand Rapids. Il y restera jusqu'à ses 21 ans. S'il s'en sort bien, il pourrait bénéficier d'une libération anticipée. Dans le cas contraire, il pourrait se voir infliger une nouvelle peine, voire être transféré dans une prison pour adultes, avec un minimum de 13 ans et demi, voire la perpétuité. En février 2013, alors que Keyshawn avait 16 ans, le personnel du foyer pour jeunes a signalé qu'il allait mieux que prévu. Il avait bien progressé dans la gestion de sa colère et de ses émotions, grâce au soutien de sa mère et de sa grand-mère. L'avocat de Keyshawn, Fred Johnson, a suggéré qu'il pourrait être transféré dans une partie moins sécurisée de l'établissement, mais le procureur adjoint Vicky Seidel n'était pas d'accord, affirmant que l'accord de plaidoyer exigeait qu'il reste dans un logement sécurisé. Malgré tout, Keyshawn a exprimé des regrets pour ses actes et a déclaré qu'il apprenait de ses erreurs. Son avocat espère que Keyshawn changera de vie et apportera des changements positifs pour expier son crime. En décembre 2017, lorsque Mann a eu 21 ans, le juge Daniel Zemaitis a décidé de le libérer parce qu'il avait fait de bons progrès et amélioré son comportement. La mère de Mann, Lakeisha Thomas, était présente au tribunal et l'a serré dans ses bras après la décision. Au moment de sa libération, Mann étudiait en ligne au Mid-Michigan Community College et souhaitait poursuivre ses études au Grand Rapids Community College. Il a également eu un entretien positif avec le père de Stokes afin de régler tout problème entre eux. Le jeune suivant a lui aussi commis un crime très grave, mais c'est sa réaction à sa condamnation qui a fait parler d'elle. Kyandrea Cook. Kyandrea Cook a été impliqué dans une série de délits, principalement des vols de voitures et des tentatives de vol de voitures, qui ont été largement connus grâce à une vidéo virale de sa condamnation. En mars 2017, Cook, étudiante au lycée Mainland, a utilisé l'application Meet Me pour piéger Perry Nida, 28 ans, de Palm Coast, et lui donner rendez-vous à South Daytona en prétendant qu'elle lui offrirait du sexe et de la marijuana. Nida était accompagnée de son ami, Emmanuel Manny Purcell. Le véritable plan de Cook était de les voler. Alors que Cook se trouvait dans le camion de Nida, son petit ami, Kendrick Bass, a sauté sur le siège arrière, portant une cagoule de ski et tenant un pistolet. Purcell a tenté de l'arrêter et Bass lui a tiré 2 balles dans l'abdomen. Bien que Purcell ait survécu, il a été gravement blessé. Il a été découvert par la suite que, 2 jours plus tard, Cook et Bass avaient été impliqués dans un autre carjacking. Lors de sa condamnation en juin 2017, Madame Cook et sa mère ont reçu l'assurance de son avocat qu'elle n'irait pas en prison. Le juge l'a cependant condamnée à 20 ans de prison, ce qui a déclenché une scène dramatique dans la salle d'audience. Madame Cook s'est effondrée en pleurs et sa mère a crié de désespoir, ce qui a conduit à l'exécution des deux. La vidéo émotionnelle de la salle d'audience est devenue virale en ligne et a été visionnée des millions de fois. Elle montre l'emportement de Madame Cook et de sa mère, qui a nécessité l'intervention d'huissiers de justice. Plus tard, de nouveaux avocats ont pris en charge gratuitement le dossier de Cook et ont réussi à faire retirer son plaidoyer initial en août 2017, en invoquant une mauvaise communication avec son ancien avocat. Cook a alors plaidé non coupable aux accusations de carjacking, de tentative de carjacking et de coups et blessures aggravées, risquant une peine d'emprisonnement à perpétuité. En avril 2018, Cook a été condamnée à 11 ans de prison, suivi de 20 ans de mise à l'épreuve. Elle a accepté de collaborer avec les procureurs contre Bass, l'homme impliqué dans la tentative de carjacking qu'elle avait planifiée, et a également accepté de partager la responsabilité du paiement de la restitution. Cependant, les problèmes juridiques de Cook ne se sont pas arrêtés là. Bien qu'elle ait reçu l'ordre de ne pas contacter les co-accusés,
les procureurs ont accusé Cook d'avoir violé les termes de son accord en parlant à basse. Les enquêteurs ont affirmé qu'elle lui avait parlé lors de 2 appels téléphoniques distincts. En janvier 2023, Madame Cook est retournée devant le tribunal pour demander l'annulation de sa condamnation et de sa peine. Son avocat, Anthony Candela, a fait valoir que ses précédents avocats n'avaient pas correctement présenté les informations qui auraient pu réduire sa peine. Toutefois, le juge a rejeté sa demande et sa peine est restée inchangée. Le jeune suivant a commis un meurtre brutal qu'il a tenté d'expliquer par ses problèmes de colère. Eric M. Smith. À l'âge de 13 ans, Eric M. Smith a tué Derrick Joseph Roby, âgé de 4 ans, dans le comté de Steuben, dans l'État de New York, le 2 août 1993. Smith se rendait à un camp d'été lorsqu'il a vu Roby s'y rendre seul. Il a attiré Roby dans une zone boisée où il l'a étranglé, l'a frappé avec une pierre et a versé du coulet dans ses blessures. La cause du décès est un traumatisme crânien contondant et une asphyxie. Lorsque la mère de Roby est allée le chercher au parc vers 11 h, il avait disparu. Après quelques heures de recherche, le corps de Roby a été retrouvé. Le 8 août, Smith a avoué à sa mère qu'il avait tué Roby, et sa famille a contacté la police. Smith a été jugé en tant qu'adulte, devenant ainsi la plus jeune personne à être jugée dans l'histoire de l'État de New York. Malgré des examens médicaux, aucune raison claire n'a été trouvée pour expliquer son comportement violent. Smith était un paria, victime de brimades en raison de son apparence. Un psychiatre de la défense a déclaré que Smith souffrait d'un trouble explosif intermittent qui entraîne un comportement violent et imprévisible. Cependant, l'expert de l'accusation n'était pas d'accord, affirmant que ce trouble est rare pour l'âge de Smith et a plutôt diagnostiqué un TDAH. Le 16 août 1994, Smith a été reconnu coupable de meurtre au second degré. Le 7 novembre 1994, il a été condamné à la peine maximale prévue à l'époque pour les jeunes meurtriers, de 9 ans à la prison à vie. En prison, Smith a lu publiquement une lettre d'excuse à la famille de Roby, exprimant ses profonds regrets pour leur perte et déclarant qu'il souhaitait pouvoir échanger sa place avec Roby pour lui laisser la vie sauve. Smith a d'abord passé 3 ans au Brookwood Secure Center, une prison à sécurité maximale pour mineurs. Il a ensuite été transféré dans une prison ouverte pour jeunes adultes. En 2001, il a été transféré à la Clinton Correctional Facility, une prison de sécurité maximale, et a ensuite purgé sa peine dans diverses prisons de sécurité moyenne à New York, notamment les Collins, Gowanda et Woodbourne Correctional Facilities. Entre juin 2002 et janvier 2020, la libération conditionnelle de M. Smith a été refusée à 10 reprises en raison de préoccupations liées à la sécurité publique et de la forte opposition des parents de Roby. Après 27 ans de prison, il a obtenu une libération conditionnelle en octobre 2021. Sa libération était prévue pour le 17 novembre 2021, mais elle a été retardée parce qu'il n'avait pas de résidence approuvée. Smith a finalement été libéré le 1er février 2022. L'affaire du Next Kid a eu un impact sur la manière dont le système judiciaire traite les délinquants juvéniles aux États-Unis. Evan Miller. Evan Miller avait 14 ans lorsque lui et son ami Colby Smith ont tué son voisin de 52 ans, Cole Cannon, en 2003. Ils sont entrés dans la caravane de Cannon, ont volé environ 350 $ et une collection de cartes de baseball et l'ont frappé à plusieurs reprises avec une batte. Après avoir recouvert la tête de Cannon d'un drap, Miller a mis le feu à la caravane. Cannon est mort des suites de l'inhalation de fumée. En 2006, Miller a été jugé en tant qu'adulte et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Son ami Colby Smith a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après avoir témoigné contre lui. L'affaire Miller a changé la manière dont les délinquants juvéniles sont condamnés aux États-Unis. En 2005, la Cour suprême a interdit la peine de mort pour les mineurs, laissant la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle comme seule option dans les affaires de meurtre passible de la peine capitale. Les avocats de M. Miller ont fait valoir que cette situation était injuste et, en 2012, la Cour suprême a statué dans l'affaire Miller-Vatin Alabama que la condamnation obligatoire à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les mineurs était inconstitutionnelle. Les juges doivent désormais prendre en compte d'autres options de condamnation et des facteurs tels que l'âge et les circonstances avant de décider d'une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les mineurs. La décision de la Cour suprême dans l'affaire Miller-Vam Alabama fait partie d'une série d'affaires selon lesquelles les mineurs doivent être traités différemment des adultes dans le système judiciaire. Si la Cour n'a pas totalement interdit la perpétuité sans libération conditionnelle pour les mineurs, elle a jugé que ces peines devaient être rares et n'être prononcées qu'à l'issue d'une audience approfondie. Ces audiences doivent tenir compte de certains facteurs, tels que le potentiel de réadaptation de l'individu et l'influence de son âge sur ses actes.
Miller avait été automatiquement condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour un meurtre commis au cours d'un incendie criminel, mais cette peine automatique ne lui laissait aucune marge de manœuvre. Il a donc bénéficié d'une nouvelle audience de détermination de la peine. Les détracteurs de la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les mineurs citent souvent des cas où des mineurs ont été condamnés à des peines aussi lourdes pour des crimes moins graves. Par exemple, de nombreux enfants ont été condamnés pour felony murder, un crime auquel ils ont participé mais qui n'a pas directement causé la mort, ou, dans certains cas, qui n'était pas présent lors de l'incident. Des études montrent qu'avant l'arrêt Miller, environ 25 à 33% des 2500 mineurs condamnés à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avaient été condamnés pour felony murder. En 2017, Miller a été condamné à nouveau à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, décision qui a été confirmée en 2021. Il fait maintenant appel de ce verdict. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.